Chers membres de Contribuables Associés, bienvenue pour cette rencontre avec monsieur le député Reda, qui a la gentillesse de se déplacer dans les locaux de Contribuables Associés pour répondre à un certain nombre de préoccupations de nos membres. Alors je rappelle que vous êtes député de la 7e circonscription de l'Essonne. Tout à fait. Et que vous êtes rapporteur d'une mission d'information sur la rationalisation de notre administration comme source d'économie budgétaire. Alors, monsieur le député, première question, comment fonctionne une mission d'information et quelle est la distinction avec une commission d'enquête? Il faut savoir déjà qu'un des rôles du parlementaire, outre le fait de faire la loi, c'est aussi de contrôler l'action publique et l'action du gouvernement. Et moi, je suis membre de la commission des finances depuis le mandat précédent, puisque j'ai été réélu. Et à la commission des finances, évidemment, dans ce cadre-là de contrôle, on s'intéresse plus particulièrement au contrôle budgétaire, au contrôle de l'usage des deniers publics et des impôts. Et la mission d'information, c'est effectivement un moyen de regrouper des députés de différentes sensibilités de la commission en question, de la commission des finances en l'occurrence, pour mener des auditions et élaborer un rapport. Alors, c'est assez différent de la commission d'enquête qui a des objets toujours un peu plus ciblés et surtout qui auditionne des personnes qui prêtent serment. Donc on n'est pas tout à fait sur le même régime juridique de mission. Mais pour autant, la mission d'information, elle a accès évidemment à une base de données assez large dans les ministères. Elle peut auditionner des personnes que nous invitons et que nous ne convoquons pas, comme ça peut être le cas dans une commission d'enquête. Alors, vous faites partie de la majorité présidentielle. Vous êtes co-rapporteur de cette mission avec Véronique Louwagie, qui est députée Les Républicains. Alors, d'abord, qu'est-ce qui a incité le Parlement à travailler sur ce sujet ? Alors, traditionnellement, dans les commissions à l'Assemblée nationale, et en particulier là, la commission des finances, tous les groupes politiques proposent des sujets en début de session pour ensuite les approfondir sous forme soit de missions d'information, soit de missions plus courtes quand le sujet est plus ciblé. Et là, en l'occurrence, c'est le groupe des Républicains, donc ma collègue Véronique Louwagie, qui avait fait la demande de cette mission d'information sur initialement ce qu'ils appelaient la débureaucratisation et la sobriété bureaucratique, c'est-à-dire comment essayer de faire des économies sur les structures de l'État plus que sur le service public. Et en fin de compte, c'est un objectif que je partage et qu'on est un certain nombre à trouver louable, mais évidemment, il faut l'objectiver, il faut aller chercher des informations. Et donc, c'est sur la proposition du groupe Les Républicains qu'on s'est ensuite saisi à la commission des finances de cette mission d'information. Et comme le veut la tradition, il y a toujours dans la mission d'information un président, une présidente de l'opposition de la majorité et un rapporteur, une rapporteure de l'opposition de la majorité. Donc en l'occurrence là, ou alors des rapporteurs. Et là en l'occurrence, Véronique Louwagie est rapporteur, moi je suis rapporteur également. Donc on s'est partagé les rôles, majorité-opposition, pour diriger cette mission. Alors cette mission a été lancée officiellement en janvier dernier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les grandes étapes et quand elle s'achèvera, puisqu'on a compris que le rapport devrait être déposé dans les prochaines semaines. Nous sommes aujourd'hui le 3 avril. Voilà, quelles sont les grandes étapes de votre mission, sachant que vous avez naturellement déjà commencé les auditions? Alors, cette mission d'information, elle s'inscrit pleinement dans la préparation budgétaire. Chaque année, on prépare le budget de l'État qui est voté donc à l'automne dans le cadre de la loi de finances. Et cette mission, on a voulu la démarrer au mois de janvier pour qu'elle s'achève avant l'été, en mai-juin, à la fois dans sa rédaction et le rendu des conclusions, pour ensuite servir de base pour nourrir la réflexion sur le budget de l'État de l'année prochaine pour la loi de finances 2024, puisqu'il n'a échappé à personne que le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, et un certain nombre de membres du gouvernement ont d'ores et déjà annoncé que le projet de loi de finances 2024 serait un projet de loi de finances qui ferait la part belle aux économies, aux baisses de dépenses publiques. Ce qui ne veut pas dire baisser le service public. Et c'est tout l'enjeu de la mission d'information dont on a la charge avec Véronique Louwagie, c'est d'essayer de montrer que l'on peut faire mieux, voire autant, avec moins d'argent public, ou en tout cas en utilisant mieux les moyens publics. Et c'est vrai que cette mission-là, elle nous permet, sur les différentes auditions, d'entrer dans la mécanique des ministères, de ceux qui dépensent l'argent public, pour voir si cet argent public, évidemment, est dépensé à bon escient, mais surtout comment on prend les décisions. Parce que la clé dans la débureaucratisation, c'est le temps. On dit souvent qu'en France, tout prend plus de temps qu'ailleurs. Donc on essaye de simplifier les circuits pour que l'usager et le contribuable en aient pour son argent.
Alors justement, une des préoccupations des membres de Contribuables Associés, c'est justement la concrétisation de ce type d'émission. Comme vous le savez, c'est la énième mission sur la rationalisation de l'administration. Alors qu'est-ce qui distingue votre mission des précédentes? C'est vrai que c'est un sujet qui revient régulièrement et qui n'a pas de réponse préconçue, parce que bien malheureux celui qui prendrait le risque de dire qu'il supprime de façon aussi franche et honnête tel ou tel pan du service public. Donc il faut évidemment essayer d'objectiver et travailler sereinement sur ces questions-là, et c'est pour ça que cette question elle revient régulièrement. Pourtant, il y a eu des expériences par le passé qui ont donné des résultats, alors plus ou moins probants. Mais c'est vrai que dans notre mission, on revient beaucoup sur le passé, notamment sur la fameuse Revue générale des politiques publiques qui avait eu lieu sous le mandat de Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2012. Donc il avait pour objectif d'économiser à peu près entre 10 et 15 milliards d'euros. Qui avait économisé 12 milliards d'euros. Donc de façon, en valeur absolue, ça a été le moment, sur ces 15 dernières années, on a fait le plus d'économies sur le budget de l'État, sur la fonction publique d'État. Avec cette loi justement. Avec un principe qui était effectivement le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux dans tous les ministères, dans tous les secteurs de la fonction publique de l'État. C'était en valeur absolue ce qui a été le plus efficace en termes de baisse de la dépense publique, mais ça n'a pas toujours été le moment de la vraie modernisation de l'action publique. Pourquoi? Parce qu'on s'est privé dans l'État local, dans les préfectures, dans les services régaliens, la police, la santé, que je cite dans le régalien, on l'a vu ces derniers temps, c'est un enjeu de souveraineté, la défense. Ça a souvent été parfois des coupes sombres qui ont été ensuite préjudiciables parce qu'il a fallu réinvestir de façon plus brutale, avec des besoins de formation énormes, etc. Donc ça a généré après parfois des dépenses. Ensuite, on a eu d'autres expériences, et la plus récente, c'était CAP 2022, avec des réflexions plus sur la structure de l'État, comment est-ce qu'on se réorganise, comment est-ce qu'on utilise mieux les espaces de bureaux, par exemple, de l'État. Il y a 22 millions de mètres carrés de bureaux de l'État. Donc il y a évidemment des rationalisations, surtout aujourd'hui à l'heure du télétravail et à l'heure de nouvelles façons de travailler. Mais il y avait une approche moins budgétaire. Ce faisant, ça a économisé moins d'argent. Mais parfois, sur le long terme, c'est plus productif pour la fonction publique. Donc voilà, notre mission d'information, pour en revenir à votre question, c'est essayer de savoir ce qui relève de la vraie économie budgétaire sonnante et trébuchante, et ce qui relève de la meilleure façon d'appréhender l'action publique pour que, encore une fois, le contribuable en ait pour son argent. Alors justement, qu'est-ce qui va faire en sorte que les propositions que vous allez faire vont être ensuite reprises par le gouvernement? Quel est le poids d'une mission d'information? Quelle est la pression que peut exercer justement l'ensemble des parlementaires qui font partie de cette mission d'information? Qu'est-ce qui peut garantir aux contribuables que vos préconisations vont enfin être reprises par le gouvernement? Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, il y a une feuille de route du gouvernement qui est assez claire. Elle est de tenir des objectifs de rationalisation de la dépense publique. Parce que dans un pays qui va bientôt atteindre les 3 000 milliards de dettes et qui continue d'avoir des déficits importants, même si il peut y avoir des résorptions bienvenues par la politique économique qui est menée, il y a des efforts assez importants à faire encore sur la baisse de la dépense publique, sur la maîtrise de notre trajectoire de dépenses publiques. Donc notre rapport, il vient alimenter cette réflexion, et je pense des décisions qui devront être prises dès le projet de loi de finances 2024 pour faire des choix de politique publique, de rationalisation. Ce sera au gouvernement, aux parlementaires, dans la situation politique dans laquelle nous sommes, de trouver les compromis pour voir où se trouvent ces baisses de dépenses. Mais encore une fois, assez concrètement, ce que l'on souhaite dans ce rapport, c'est aussi associer les agents et les usagers à la simplification des procédures. Parce qu'on se dit que si on simplifie la manière dont l'administration travaille, le rapport de l'usager à l'administration, qu'on a des circuits plus fluides, moins de doublons dans les procédures, si on va au bout des processus de numérisation, aujourd'hui on a souvent des procédures numériques qui sont à cheval sur le physique, à cheval sur le numérique. Vous commencez la procédure sur Internet, puis ensuite il faut quand même aller à un guichet, donc derrière il faut quand même des agents. À l'inverse, vous avez du mal à tout faire en physique si vous n'avez pas accès au numérique, donc ça génère d'autres besoins pour l'administration qui doit, elle, aller sur Internet, faire appel aux agents en back-office. Donc vous avez, en fait, ça nous invite à plonger vraiment dans les méandres de l'administration. Pas toujours simple, parce que tous les ministères ont des fonctionnements différents.
Mais voilà, on essaye, encore une fois, de traduire ces processus pour ensuite avoir une simplification qui amènera à moins de bureaucratie et qui générera des économies. Alors parmi les premières auditions que vous avez pu faire, est-ce qu'il y a 2-3 informations qui vous ont marqué, 2-3 leçons que vous avez retenues, puisque vous avez reçu à la fois des députés pour l'instant, des ministres, des directeurs de la direction générale des finances, des hauts fonctionnaires. Est-ce qu'il y a 2-3 leçons que vous avez déjà retenues, ou en tout cas éléments marquants, probablement même des axes de travail? On pense notamment bien sûr aux doublons administratifs qui exaspèrent les contribuables. Vous avez parlé tout à l'heure des délais, notamment pour obtenir des papiers d'identité. Les contribuables sont tout à fait exaspérés par le fait qu'il faille aujourd'hui plus de 2 à 6 mois pour obtenir des papiers. Voilà, dans les auditions que vous avez pu avoir, est-ce que vous avez retenu des éléments qui vous ont donc particulièrement marqué? Il y a un fait politique qui est absolument majeur et qui est un tournant assez récent, c'est que vous n'avez, pour ainsi dire, quasiment plus aucune force politique aujourd'hui en France qui porte un discours sur la réduction du nombre de fonctionnaires. Et ça, c'est assez récent, parce que jusqu'à l'élection présidentielle, il y avait encore des programmes politiques qui, à tout le moins, promettaient une baisse, pas toujours chiffrée, mais du nombre de fonctionnaires. Aujourd'hui, dans l'état politique du pays, dans les forces politiques à l'Assemblée nationale, on le voit dans la mission d'information où toutes les forces politiques sont représentées, peu de forces politiques se risquent, voire aucune en fait, se risquent à venir discuter le nombre de fonctionnaires aujourd'hui en France, dans le périmètre de l'État en tout cas. Et ça vient notamment du traumatisme de la revue générale des politiques publiques, parce qu'on s'est dit que lorsque on touchait au nombre de fonctionnaires, on touchait forcément à sa sécurité, à sa santé, à l'éducation, des politiques qui sont aussi citées dans les politiques prioritaires attendues par les Français. Et ce qui est assez frappant dans les auditions que nous menons, c'est que personne ne nous parle de cela, voire il y a une remise en cause, y compris de libéraux, hein, de la baisse du nombre de fonctionnaires comme mantra de la baisse des dépenses publiques. Il est même démontré parfois que lorsqu'on baisse des frais de structure, l'accompagnement, je pense par exemple à l'accompagnement des professeurs sur le terrain, je pense à l'accompagnement des forces de l'ordre pour avoir des forces de l'ordre sur le terrain et des agents qui font le travail en back-office, on a parfois une moindre qualité du service public. Et par ailleurs, on chiffre très clairement la baisse par exemple de 10 000 emplois publics à 500 millions d'euros, et les économies que l'on cherche sont souvent bien au-delà de ça. Donc c'est ce qui ressort beaucoup des auditions, et ce qu'on aimerait montrer, c'est que nous avons aujourd'hui dans le périmètre actuel des forces de l'État, de la fonction publique d'État, des capacités sans doute à nous réorganiser pour avoir un meilleur service public sur le terrain. Et sans doute que ça passe par une approche moins comptable du nombre de fonctionnaires, mais une approche plus qualitative en termes de formation, en termes de niveau de rémunération, pour progressivement aller vers une fonction publique avec plus d'expertise et plus de moyens aussi pour travailler. Alors justement sur les fonctionnaires, effectivement les contribuables ont bien conscience qu'il faut de la police, il faut de la justice, tout ce qui est fonction régalienne, je pense que tout le monde est d'accord sur ces sujets-là. En revanche, ce que les contribuables associés déplorent souvent, c'est qu'il n'y a jamais de réflexion sur les missions de l'État. Effectivement, il y a plusieurs évidemment millions de fonctionnaires en France. Est-ce que votre mission va justement réfléchir au périmètre, c'est-à-dire en fait ce à quoi que l'État doit gérer, ou alors vous partez d'un périmètre constant qui est celui de l'État aujourd'hui et vous réfléchissez uniquement sur ce périmètre sans vous dire finalement peut-être qu'il y a certaines missions qui devraient sortir du giron de l'État? Il y a deux clés là-dessus, et c'est un peu à ça que ma réponse précédente, un peu provocante, mais qui ressort, enfin voilà, qui est très marquée par les auditions que nous menons dans cette mission, m'amène à dire. Il y a deux clés. C'est évidemment l'externalisation d'un côté, de l'autre côté la décentralisation. L'externalisation, c'est évidemment un outil puissant déjà utilisé par la sphère publique au quotidien, et je ne parle pas de l'externalisation des missions intellectuelles qui a pu faire l'objet d'un certain nombre de polémiques, notamment dans le recours au cabinet de conseil, mais l'administration au quotidien, qu'elle soit l'administration d'État, l'administration hospitalière, l'administration territoriale, utilise beaucoup les prestataires extérieurs, ne serait-ce que pour le ménage des locaux. On en revient aux millions de mètres carrés de locaux qu'on doit sans doute rationaliser dans notre
administration et sur lesquels il y a une réflexion qui est menée à l'échelle de l'État et qui doit, à mon avis, s'étendre à la fonction publique hospitalière aussi. Et puis, nous avons la décentralisation avec une vraie réflexion à mener qui doit passer maintenant au stade de l'action sur effectivement le partage des missions entre ce que fait l'État, ce que font les collectivités, avec un régime qui doit être un régime de vraie confiance avec les territoires. On vous donne les prérogatives, vous avez les ressources pour les exercer, mais on ne double pas ces prérogatives d'un contrôle permanent ou d'un régime d'autorisation qui alourdirait la décentralisation. Parce que si on fait confiance au territoire, on fait confiance au territoire jusqu'au bout, jusque dans le droit à l'erreur, et ensuite charge à la puissance publique, à l'État, de contrôler a posteriori si les missions décentralisées ont bien été faites. On n'est pas encore dans ce régime-là en France. On a souvent une décentralisation un peu à deux vitesses avec un régime de contrôle a priori qui reste très puissant et qui fait que les élus locaux, à juste titre, souvent déplorent une forme de bureaucratie ou de pression. Et dernière chose dans le périmètre, pour en revenir à ce que je disais précédemment, il faut être aussi vigilant à ce que quand l'État transfère des responsabilités en externalisant, il ne perd pas toute compétence non plus. Je pense notamment à la numérisation. Aujourd'hui, on a des enjeux immenses sur la protection des systèmes d'information, sur la cybersécurité, sur la protection des données personnelles des gens, les données du contribuable, les données de l'usager, du service public. Et on ne peut pas confier de façon aveugle ces données-là aux GAFAM, à des prestataires informatiques extérieurs. Il faut qu'on conserve aussi en interne des compétences, d'où tout à l'heure, je vous disais, la montée en compétences aussi d'une fonction publique qui doit rester attractive. Et si vous paupérisez la fonction publique, elle sera plus attractive, y compris pour des missions importantes qui concernent le domaine régalien. Donc voilà, moi je veille aussi à ce que dans les propositions que nous faisons, on ne paupérise pas l'État dans ses compétences, mais on est un État effectivement stratège, pilote, capable d'avoir du répondant à la fois avec ses territoires, mais aussi avec ses prestataires extérieurs. Alors parmi les sources d'économie potentielles, il y a notamment les agences de l'État. L'équipe de contribuables associés va bientôt faire paraître une étude sur le sujet. C'est un sujet qui est nébuleux. Aujourd'hui, on compte à peu près plus de 438 opérateurs d'État. Ça coûte uniquement sur la partie opérateur à peu près 77 milliards d'euros. On sait que c'est quasiment une boîte noire. On sait que les députés ont du mal à avoir des informations justement sur les agences de l'État. Est-ce que ça fait partie des axes de réflexion qui sont les vôtres? Oui, alors faire le ménage, très concrètement. Il faudrait. Je vous prends l'exemple là notamment de l'établissement du Mont-Saint-Michel, qui est un établissement à part entière qui compte 4 agents. Est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'il y a un certain nombre de rationalisations à faire parmi ces agences? Alors, vous pointez, à mon avis, un très bon sujet. Les agences de l'État en général, mais notamment les petites agences ou les petits organismes d'État. Alors, en fait, il faudrait une mission dédiée et sans doute qu'on aura cette réflexion. Aujourd'hui, on ne l'amène pas strictement dans le cadre de la mission d'information sur la rationalisation de l'administration, mais il y aura évidemment un chapitre sur les agences et les organismes de l'État, plus de 400 comme vous l'avez dit. Et c'est vrai que parfois on a le sentiment que ces sujets-là n'est pas traités parce que les agences ont des dimensions qui paraissent anecdotiques au regard du budget de l'État, et des 400 milliards du budget de l'État. Alors on se dit, ça pèse pas grand-chose, est-ce que c'est bien la peine d'aller voir l'agence où il y a 4 emplois publics, 10 emplois publics, 15 emplois publics, alors que nous, on préoccupe des grandes masses, des grands ministères dépensiers, etc. Et effectivement, il faut mener ce travail-là, parce que c'est comme le ticket de caisse, alors encore plus en cette période d'inflation, vous achetez des choses à 2 euros, à 3 euros, à 4 euros, individuellement, ça coûte pas cher, et puis à la fin, vous vous retrouvez avec une note très, très, très lourde. Et il faut faire ce travail de finesse, où on fait attention au moindre euro dépensé, au moindre emploi public autorisé. Et les parlementaires sont très soucieux de ça, parce que ça échappe souvent à notre rôle de contrôle, justement, où on reçoit les documents budgétaires avec les grandes masses d'emplois publics de l'État, du périmètre des ministères, et on a un peu plus de mal à voir ce qui relève des opérateurs, dont on vote les subventions ou les attributions budgétaires, mais dont on n'a pas toujours une connaissance fine. Donc nous serons des alertes, des lanceurs d'alerte dans cette mission, sans doute. Je ne veux pas déflorer le rapport que l'on écrira, mais on parle évidemment beaucoup des agences et des opérateurs de l'État. Mais ensuite, ce que je souhaite, c'est vraiment qu'on ait ce travail de finesse, secteur par secteur, et les parlementaires doivent pouvoir s'y coller avec effectivement une vraie transparence des données. Dernière question, vous parliez tout à l'heure des fonctionnaires, mais en même temps c'est vrai une véritable source d'économie.
Effectivement, les fonctionnaires d'État, enfin en tout cas l'État a fait quand même de nombreux efforts depuis des années. En revanche, quid des collectivités locales, dans lesquelles pour le coup le nombre d'agents a véritablement explosé ces 20 dernières années. Est-ce que vous allez mettre en place des dispositifs qui vont contraindre effectivement les responsables locaux à faire attention à l'argent qui leur est confié, argent qui sert notamment à employer un certain nombre de fonctionnaires au niveau local dont on ne devine pas spontanément à quoi leur travail consiste. En quoi leur travail consiste, pardon. Alors, pour avoir été maire précédemment, je dois d'abord faire une distinction qui me paraît fondamentale pour les élus locaux. C'est que les collectivités locales, elles ont souvent des rôles très opérationnels. Et donc, elles embauchent beaucoup de ce qu'on appelle les fonctionnaires de catégorie C, qui sont les métiers plus d'exécution, alors que dans le périmètre de l'État, on trouve plutôt des cadres et des métiers de conception, pour schématiser. Je le dis parce que les collectivités sont en première ligne d'une part, et d'autre part, la réflexion, c'est pas tellement sur le nombre d'emplois publics qu'ils emploient, mais après une réflexion sur ce qu'est la fonction publique territoriale et ce qui peut relever à la limite du statut de la fonction publique. Voilà, parce que d'aucuns ont déjà eu cette réflexion sur la fonction publique territoriale où on se dit que peut-être certaines missions qui ne sont pas des missions d'ordre régalien, d'ordre peut-être ne relèvent pas du statut de l'emploi à vie, par exemple, comme peut le relever certaines fonctions d'État. C'est une réflexion que je mets dans le débat, mais voilà, qui explique parfois différence d'approche entre ce que peut être la fonction publique territoriale et la fonction publique d'État. Ensuite, la responsabilisation des collectivités territoriales, elle est essentielle, parce qu'effectivement, je suis pour un régime de responsabilité, de liberté des territoires, mais une grande partie de la ressource des territoires, c'est l'impôt national, c'est pas que l'impôt local. D'autant plus avec le contexte de suppression de la taxe d'habitation, qui a été une formidable avancée pour beaucoup de contribuables qui ne payaient pas en rapport avec la réalité du marché immobilier et de leurs revenus. Mais pour les territoires, du point de vue des territoires, la réalité, c'est qu'il y a une déconnexion maintenant entre l'usager local et le contribuable, qui n'est plus que le propriétaire localement. Donc ce qui relève de la ressource locale, les collectivités locales, les élus locaux en réfèrent aux derniers contribuables sur les territoires que sont les propriétaires, mais il y a une grande part de ressources des collectivités locales qui vient de l'impôt national, et donc l'État, sans être dans le contrôle permanent, doit effectivement être dans un dialogue de responsabilité avec ces territoires et faire en sorte que la trajectoire de dépenses des collectivités locales soit compatible avec la baisse des dépenses publiques à l'échelle nationale. Et ce qui nous amène souvent à un jeu d'acteurs où les territoires réclament toujours plus d'argent de l'État, mais c'est de l'argent à crédit, en déficit par définition. Donc la responsabilisation des territoires, mais dans un dialogue respectueux des élus locaux, c'est aussi au fondement de ce pacte que nous devons avoir pour mieux dépenser l'argent public. Très bien, merci beaucoup Monsieur le député. Sachez qu'évidemment, Contribuable Associé sera la vigie du contrôle effectivement de la mise en application des recommandations que vous allez faire. Et merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup.